Quand on prend la décision de faire partie d'une secte, c'est bien souvent pour des raisons d'une grande naïveté. On ne voit pas qu'il y a un leurre sur ce qui est offert. On entre et lentement, le piège se referme derrière nous. Moi, je croyais véritablement que c'était la vérité à l'époque. Quand j'ai découvert que c'était plutôt des mensonges, bien, c'est là que j'ai reculé, j'ai été frustré, ça m'a fait de la peine. En partant, ils nous disent que Satan est fort, donc il faut être fort, puis il faut mettre toutes les chances de notre côté. Donc, c'est de ne pas fréquenter les gens de l'extérieur. Les groupes sectaires sont généralement très exigeants. On va demander de quitter le travail. On va investir énormément de temps à l'étude de la doctrine. On peut voir émerger dans certains de ces groupes-là des leaders qu'on va appeler des totalitaires. Là, je le sentais là, que c'était mon tour. Là, il me l'a dit. Ah, puis c'est ça, il m'a dit, tu vas en avoir 100 coups de strap. Tu ne vas pas bien. On a tous une image assez folklorique de ce qu'est une secte. Un groupe d'illuminés plus ou moins désaxés qui fuient la société en s'en remettant à un gourou charismatique et pervers. L'image a du vrai. Mais ce phénomène à la fois fascinant et terrifiant est beaucoup plus complexe et difficile à définir. Donc, c'est ça, on est né dans la secte, toute la famille. Et vers l'âge environ de 6-7 ans, mes parents ont quitté. Donc, à ce moment-là, toute la famille avait quitté. Puis après ça, je suis revenue vers l'âge de 12-13 ans, je dirais. Puis la raison pour laquelle je suis revenue, c'est qu'une de mes sœurs était encore dans le mouvement. Puis à partir de là, ben, j'ai fait ma vie dans la mission. Je me suis mariée. J'allais avoir 18 ans quand je me suis mariée. L'aspect extraterrestre avec l'aspect science et l'aspect religion, ça a tout combiné un peu. Puis moi, ben, ça répondait à mes questions, là, en grande partie. Aujourd'hui, la réalité, si on utilise le mot secte attaché avec n'importe quel groupe, on souvent on attache le mot religieuse ou religion. L'autre chose, c'est bien sûr, ça nous donne une image de tragédie. On va parler de groupes qui ont commencé à critiquer les religions traditionnelles ou même les valeurs de la société moderne. Ils ont voulu se distancier et cette distance-là a fait qu'ils ont développé l'esprit sectaire. La mission de l'Esprit Saint est un de ces groupes sectaires qui s'inscrivent dans l'histoire. Fondé en 1913 par un policier de Montréal, Eugène Richer, dit La Flèche, la mission est une société fermée qui prétend que l'âme humaine est immortelle et que celle des membres de la mission migre dans les embryons des mères bénies, tandis que les autres se réincarneraient en vermine. Ça, c'était 49, là. Leur mission, finalement, c'est de faire des enfants à l'image de Dieu. Donc, c'est l'eugénisme. Exemple, je porte un enfant, je sais pas, moi, j'ai le défaut de, mentir. Mais durant le temps que je porte mon enfant, je dois corriger ce défaut-là pour pas le transmettre à mon enfant. À l'origine de la secte, il y a l'offre, qui constitue le fonds de commerce de l'entreprise. L'offre, c'est ce que le dirigeant présente à ses futurs disciples, soit une expérience ésotérique, une protection face à une menace imminente, une utopie écologique, l'épanouissement sexuel ou la guérison. Mais dans tous les cas, les mêmes bases demeurent pour former une secte. Un leader charismatique, des adeptes convaincus, un fond de menaces et de peur d'un destin souvent pire que la mort, tout ça nourri par une variante de la théorie du complot. J'ai découvert Luc Jouret par un feuillet dans ma boîte postale au bureau. Ça annonçait une conférence du docteur Luc Jouret qui parlait du stress et du burn-out. Luc Jouret, c'est un médecin, un humaniste, une belle personne qui parle bien. J'ai été à quelques conférences pendant quelques années et je trouvais ça super intéressant. Cette voix nouvelle qui me sortait du fossé dans lequel j'étais ancré. Petit à petit, j'ai décidé de quitter mon emploi puis de m'installer à Saint-Anne-de-la-Pérade sur la ferme. Sirius.
L'étoile sur laquelle devaient se retrouver les adeptes de l'ordre du Temple solaire lors de l'Apocalypse. Sur Sirius, ils retrouveraient les grands initiés, des hommes purs, devenus de purs esprits, et qui gouverneraient le monde. Le gourou Joe DiMambro et son second, Luc Jouret, avaient inculqué cette doctrine à leurs disciples. Les groupes sectaires sont caractérisés aussi par le fait qu'ils sont des groupes très hiérarchisés, qui sont dirigés d'une façon très autocratique. Ce ne sont pas des groupes démocratiques. Par un leader qui va exercer un pouvoir important sur les membres. Ils vont comment je pourrais dire ça, finalement nous dicter notre conduite. Ils nous disent ce que c'est faire, ils vont nous dire qu'on n'est pas obligé, mais par contre, si on ne le fait pas, bien, le bon Dieu va nous punir. L'emprise du leader peut se manifester par un contrôle financier, par des sévices corporels, des règles de vie déstabilisantes. À la mission de l'Esprit Saint, le contrôle des membres passe entre autres par le baptême. Les adeptes sont rebaptisés du nom du fondateur, Eugène Richer. Moi, j'ai toujours trouvé ça beau, Richard. Ma mère s'appelle Richard, moi je m'appelle Richard, ma fille s'appelle Richard Céleste, sa fille s'appelle Richard. Fait que, tu sais, c'est 4 générations. Moi, je le porte pas comme un fardeau. La France s'est dotée d'une loi qui rend la création des groupes sectaires plus compliquée qu'ici au Canada. Ainsi, depuis le début des années 80, plusieurs commissions ont été créées afin d'enquêter sur le phénomène sectaire et de porter des accusations en cas d'infraction. Parmi les motifs courants de procès et de condamnation de mouvements religieux de type sectaire, il y a l'escroquerie, la non-assistance à personne en danger, l'exercice illégal de la médecine et la maltraitance des enfants. Malgré cette loi, les Français ne sont pas à l'abri des dérives. Il y a tellement de catégories de sectes. Il y a des multinationales qui sont des groupes qui pèsent des milliards et vous avez des petits groupes à côté, tout petits, où il y a 5 personnes. Donc après, la vraie question, on pourrait imaginer, c'est qu'est-ce qui relie les sectes? On pourrait dire que le point commun, c'est la manipulation mentale. Et quant à l'organisation en soi, c'est plutôt lié à un gourou, à une structure pyramidale. Mais c'est toujours la même idée qu'à un moment donné, on vend une croyance, quel que soit le groupe, et sur cette croyance, on amène les gens à devenir adeptes et à se séparer de leur environnement. L'offre, c'est aussi parfois une solution aux limites de la réalité. C'est ce qui se produit lorsque l'offre, c'est la guérison. La promesse de vaincre une maladie foudroyante contre laquelle la médecine n'a plus rien à proposer. Alors ces gens-là sont finalement assez sensibles à tous ces discours alternatifs qui leur disent « laissez tomber la chimiothérapie, laissez tomber l'opération chirurgicale ». Moi, je vous propose quelque chose, ça vous permettra d'éviter un traitement lourd et compliqué. Alors, bien sûr, vous avez envie de croire à ces... j'allais dire à ces marchands d'illusions. En général, ça peut être des gens qui sont en recherche. Ça peut être aussi des gens qui ont besoin d'autorité dans leur vie. Ils vivent des périodes difficiles. Ça veut dire effectivement, au niveau émotionnel, psychologiquement, il y a un besoin. Au départ, c'est ce que Roch Thériault, dit Moïse, proposait à ses disciples. De l'autorité et un cadre de vie qui les tenait à l'abri de leurs propres démons. Roch Thériault, le plus tristement célèbre gourou de l'histoire du Québec, avait même entraîné ses fils dans sa secte. Et mon père était devenu plus égocentrique, plus excentrique dans tout ce qu'il faisait. Puis en même temps, c'est comme si, insidieusement, par l'abus psychologique, en tentant par toutes sortes de judo mental, de détruire psychologiquement, sous-estimer ceux qui étaient autour de lui, mais en même temps, les rendre tellement dépendants de lui. Comment tu peux te faire laver le cerveau autant que ça, là? Sérieusement, je veux dire, ça prend des cas spécifiques, là. C'est pas tout le monde, là. Puis lui, mon père, il a su les déceler, ces cas-là, sûrement. Et si vous avez de la difficulté à trouver des partenaires sexuels, un groupe est tout à fait adapté à vos besoins. Le mouvement raélien, fondé en 1974 par le Français Claude Vorillon, prône l'absolue liberté sexuelle et une croyance en l'existence d'un peuple extraterrestre
qui aurait créé la vie sur Terre. Le mouvement réunirait 80 000 membres dans 85 pays. Au Québec, il serait quelques centaines. Moi, j'avais tout le temps cru en Dieu, en Jésus. Alors, quand j'ai eu l'âge de 13 ans, je me suis mis à raisonner un peu différemment. Puis là, en faisant mes recherches dans différents livres, différentes philosophies religieuses, là, je suis tombé sur le livre Ariel qui lui explique qu'on a été créé par des extraterrestres et qu'entre autres, Jésus est bel et bien vivant, il reste sur une planète, qu'on pourrait le rejoindre pour la vie éternelle, qui est une forme de clonage. Puis aussi l'aspect de la sexualité, puisque à cet âge-là, j'avais commencé à découvrir les plaisirs intimes. Alors, on sait que la majorité des religions, elles, condamnent ou culpabilisent la sexualité et le plaisir intime. Ce soir, le sujet que je voulais aborder, et puis je crois que Betty Dodson l'a fait mieux que quiconque, c'est la masturbation. La masturbation qui est l'amour de soi. Quelqu'un a dit il y a 2000 ans, aimez votre prochain comme vous-même, comme vous-même. Chaque secte a donc sa nature propre et sa proposition pour attirer les adeptes. Il y a peu de points communs entre le mouvement raélien et, par exemple, l'ordre du Temple solaire. Si les raéliens ont une image de groupe inoffensif, l'OTS représente la pire des dérives sectaires, puisque Joe DiMambro et Luc Jouret ont entraîné dans la mort 69 de leurs adeptes en 1994 et 1995. Certains se sont donné la mort dans le cadre de suicides collectifs, mais d'autres auraient été assassinés. Les conditions de travail épuisantes sur la ferme ont poussé Pierre à quitter la secte juste à temps. Il a ainsi échappé au drame. On décide de partir parce que moi, je suis à bout de souffle. Je peux plus suivre. Après, je suis tombé en dépression profonde. C'est seulement après que tu comprends ce qui est arrivé. Quand tu vas à 150 000 à l'heure, tu vois pas ce qui se passe. En général, les mouvements peuvent commencer d'une façon, et je souligne peut commencer d'une façon très positive. Ça veut dire avec des idées et croyances et comportements plus à fait positifs. Mais pendant des années, ça peut changer. Le mouvement peut devenir plus extrême. Selon le Centre de ressources et d'observation de l'innovation religieuse de l'Université Laval, on peut estimer qu'il y aurait plusieurs centaines de groupes religieux qu'on peut qualifier de sectes ou de nouvelles religions au Québec. Mais comme plusieurs de ces groupes agissent dans l'anonymat le plus complet, il est pratiquement impossible de citer des chiffres, même approximatifs. Les lois au Canada et au Québec ne favorisent pas du tout l'encadrement, tout simplement parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre le religieux au Canada, sauf que quelques petites exceptions indirectes, par exemple les lois sur le mariage. Mais en dehors de ça, la politique globale du Canada, c'est de ne pas légiférer dans le domaine du religieux. Bonjour, Monsieur le Président. En France, tout n'est pas permis au nom de la liberté de religion. La loi fixe des bornes qui sanctionnent les abus qui pourraient être commis au nom de la secte. Nous avons dans la loi pénale une caractérisation qui est difficile, c'est quand on a abusé, donc ça s'appelle un abus, de la faiblesse d'une victime. Puisque beaucoup de gens qui rentrent dans un groupement sectaire, ils laissent beaucoup de leur santé, que ce soit la santé physique ou la santé mentale. Richard s'est marié à l'âge de 15 ans. À 17 ans, elle donne naissance au premier de ses 8 enfants. Son destin était scellé. Tu te maries jeune, tu dois être soumise, tu oublies tous tes rêves, tu t'oublies. Je croyais être heureuse. Quand tu connais rien d'autre. On dit un petit peu familièrement lavage de cerveau, c'est un peu ça. Vous faites des choses comme un robot. Et alors vous n'obéissiez plus à votre conscience, à votre culture ou à vos parents. Quand on prend la décision de faire partie d'une secte, c'est bien souvent pour des raisons d'une grande naïveté. Parce qu'on est curieux, parce qu'on est à la recherche, parce qu'on ne va pas très bien. On ne voit pas qu'il y a un leurre sur ce qui est offert. On entre et lentement, le piège se referme derrière nous.
Depuis que j'étais tout jeune, je rêvais de voir des extraterrestres atterrir devant chez moi. Alors, c'était comme un fantasme de jeunesse dès l'âge de 4-5 ans. Puis, mais ça a combiné un peu, justement, l'aspect extraterrestre avec l'aspect science et l'aspect religion. Ça a tout combiné un peu. Puis moi, ben ça répondait à mes questions, là, en grande partie. Sur la ferme de l'OTS, il y a un sentiment de bien-être, de l'énergie de la campagne. Je me reconnaissais parmi les gens de ce groupe-là. C'était du bon monde. Faire des méditations pour être mieux dans notre peau, ça me correspondait tout à fait, ça. Je me suis joint au groupe parce que j'avais des affinités. J'ai jamais eu de pression de nulle part et je n'en aurais pas pris non plus. Je suis allé là de mon propre chef. L'offre constitue l'appât. Vient ensuite la recherche des adeptes qui deviendront disciples. Comment les cibler et les convaincre? Le recrutement dans un groupe se fait à différents moyens. Souvent, comme je dis, le meilleur, bien sûr, c'est l'approche personnelle, c'est-à-dire une à une. Ça peut être par quelqu'un que vous rencontrez, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Le but, c'est de créer un lien de confiance. Mais bien sûr, c'est aussi par la publicité que vous recevez à la maison. L'Internet, c'est bien sûr, aujourd'hui, tous les mouvements utilisent Internet pour faire de la publicité, ont leur site Web. Mon premier contact avec les Raéliens, ça a été en découvrant le livre Harel dans la bibliothèque. Et par la suite, il y avait des émissions qui passaient à la télé communautaire à l'époque. Même la première fois que j'étais allé à une conférence, c'était peut-être 2 ans après que j'avais découvert les messages Harel. Alors, j'avais été dans une de ces conférences. Et puis, pour moi, ça a été un processus qui a pris plusieurs années. Là, à partir du moment où c'est que j'ai découvert les Raéliens et que je me suis comme vraiment commencé à m'intégrer dans le groupe, là, ça a pris plusieurs années. Là. Ça n'a pas été comme instantané. Il y a des groupes qui vont se structurer autour d'un leader charismatique, c'est-à-dire qu'un leader qui va arriver avec une nouvelle idée, une nouvelle vision du monde ou une nouvelle réponse à différentes questions, une nouvelle forme de salut. Et donc, qui va attirer autour de lui certaines personnes et là, le groupe va se structurer autour de cette personne-là. Est-ce que la naissance n'est pas une mort? Est-ce que la mort n'est pas une renaissance? Libre à vous d'y penser. Le discours de Luc Jouret a changé tranquillement. Il y a eu une radicalisation que tu ne peux pas voir quand tu es dans un quotidien très occupé. Tu le vois pas après, quand tu es sorti et que tu lis des livres, des partages, des témoignages et que tu regardes des films. Il avait un objectif. Lui, c'était... La planète est foutue, on ramasse un capital énergétique et on s'en va. C'est le critère principal, c'est ce qu'on appelle dans notre langage l'emprise mentale. Donc quelqu'un est obligé de faire des choses parce que son esprit a été capté. On dit un petit peu familièrement, mais il y a quelques années, lavage de cerveau. C'est un peu ça. Vous faites des choses comme un robot. Et alors vous n'obéissez plus à votre conscience, à votre culture ou à vos parents. Si vous êtes encore jeune, mais vous obéissez à un individu qui est nuisible. Les groupes sectaires vont avoir tendance à créer une micro-société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut avoir notre propre système scolaire. Ça veut dire qu'à quelque part, on veut remplacer le système médical. Ça veut dire qu'on empêche les mariages entre des gens du groupe sectaire et des gens de l'extérieur. Alors, on essaie à quelque part d'être une société complètement autonome. Et on va même, au niveau financier, on va essayer de s'organiser par soi-même. Le leader devient un gourou lorsqu'un groupe d'adeptes se forme autour de lui et de ses enseignements. Mais le tissu sectaire est encore bien fragile à cette étape et l'opération de séduction doit se poursuivre. Une stratégie commune à tous les groupes sectaires, et dont ont témoigné plusieurs ex-disciples, est le love bombing, soit la tornade d'amour apparemment inconditionnelle qui déferle sur les nouveaux adeptes. Jamais ces gens ne se sont sentis aussi aimés, respectés, admirés même. Quand on adhère, c'est sûr que les gens, ils sont accueillants. Hein? C'est sûr que là, on est aimé de tout le monde, on essaie, tu sais, comme de nous intégrer, puis tout ça, comme une grosse vague d'amour, là. Les groupes sectaires
sont généralement très exigeants. On va demander de quitter le travail, de quitter les études si on va aux études. On va demander de donner nos argents. On va investir énormément de temps à l'étude de la doctrine, aux activités spirituelles telles que la méditation ou la prière. On va s'investir beaucoup au niveau du temps. Ça va commencer par une réunion par semaine, 2 réunions, une fin de semaine. Il y a de plus en plus d'investissements, ce qui fait en sorte que la personne va quitter peu à peu le bagage auquel elle avait adhéré, si vous voulez, dans la société, pour intérioriser le plus possible le nouveau discours. Alors, sa vie va changer, sa personnalité va changer, et c'est comme ça que peu à peu, la personne va devenir une croyante que moi, je vais appeler une croyante extrême. Moi, mes enfants ils ont été à l'école de la mission de l'Esprit Saint jusqu'au temps que le ministère de l'Éducation ferme l'école. Ensuite de ça, j'ai fait l'école peut-être 1 semaine à la maison. Moi, je n'ai pas trippé, là. Moi, j'avais les stores de la cuisine fermés. Il ne fallait pas que les voisins soupçonnent qu'ils nous disaient de fermer les stores. Les enfants ne pouvaient pas sortir le jour dehors, parce que les voisins auraient allumé. Fait que les enfants ne sortaient pas dehors avant 4 heures l'après-midi. Le fait qu'on est éduqué comme ça depuis notre naissance, depuis qu'on est jeune, pour ceux qui sont là depuis leur naissance, c'est qu'à un moment donné, c'est notre conscience qui fait que est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct, est-ce que, tu sais, c'est la peur. C'est la peur, oui. Si j'avais un ami devant moi qui me demandait conseil en rapport avec l'adhésion à un groupe, je lui dirais de poser des questions sur les pratiques. Il est tenté par les croyances? Parfait. Mais quelles sont les pratiques? Quel est le rapport avec l'extérieur? Est-ce qu'on se ferme? Est-ce que toute la société est mauvaise selon ce groupe-là? Est-ce que toutes les religions sont mauvaises selon ce groupe-là? Est-ce qu'au niveau des pratiques, quel type de rituel on a? Est-ce qu'on inclut des pratiques sexuelles en lien avec les rituels? Quelles sont les pratiques en rapport avec l'éducation des enfants? Quel type de discipline? Est-ce qu'on a toujours droit de regard sur notre enfant? Il faut savoir là, qu'au niveau de la loi, il n'y a qu'une seule personne qui est responsable de son enfant, c'est le parent. Tu te maries, tu donnes ta vie à Dieu, tu es une femme soumise, c'est l'homme qui a le dernier mot dans la maison. Les hommes ont bien du pouvoir. Tu peux, en général, surtout pour les fanatiques, si la femme veut aller au parc avec ses enfants dans le jour, elle doit communiquer avec son mari, avec qui t'es, combien de temps tu vas y aller, où t'es. Tu vas faire des commissions, mettons, une petite... Je sais pas, aller chercher du lait au dépanneur, ben t'amènes 2-3 enfants avec toi, là. Comme ça, t'es sûr que les hommes, oui, ils vont s'éloigner. Non, mais c'est ça. Lorsqu'une secte fait la manchette, c'est parce qu'un événement dramatique y est survenu. La mission de l'Esprit Saint est un groupe qui s'est souvent retrouvé devant les médias, soit parce que les enfants étaient éduqués dans des écoles illégales, ou comme en 2015, les enfants de la secte ont été à l'origine de l'éclosion de rougeole parce qu'ils n'avaient pas été vaccinés. De la même manière, lorsqu'un membre de secte s'adresse aux médias, c'est qu'il a été lésé par le gourou. Mais nombre d'adeptes se soumettent aux règles en nourrissant cette relation abuseur-abusé. Parce que la vie dans la secte est moins terrifiante pour eux que la vie en société. C'est ironique puisque Raël nous avait déjà enseigné que qu'est-ce qu'il y avait de plus beau dans l'univers, c'est la vérité. Alors que dans le fait, lui, il a basé toute son histoire sur le mensonge. Moi, je croyais véritablement que c'était la vérité à l'époque. Puis quand j'ai découvert que c'était plutôt des mensonges, bien, c'est là que j'ai reculé, j'ai été frustré, ça m'a fait de la peine. Mais il y a certains Raéliens qui ont même passé à la télé, qui ont mentionné ça à la télé, que si Raël lui-même viendrait le voir pour lui dire « Écoute, j'ai tout inventé cette histoire-là, c'est pas vrai », bien, cet individu-là, il a répondu que « Écoute, moi, je dirais à Raël, ben je sais pas comment t'as fait pour inventer toutes ces histoires-là, ben je te remercie, parce que ça me rend heureux. » S'il y a une secte qui répond dangereusement bien aux notions de totalitarisme et de contrôle, c'est celle du tristement célèbre Roch Moïse Thériault. Il dirigera son groupe sous le signe de la pure terreur.
Après plusieurs années d'avoir regardé le mouvement raélien, là, je me suis décidé à faire mon premier stage de méditation sensuelle en 1989. Ça durait une semaine. En gros, on pourrait dire que c'est un peu des cours de perfectionnement professionnel. On nous apprend beaucoup, c'est beaucoup axé sur des méditations, sur des cours genre psychologie, sur le bien-être de soi. Quand les adeptes sont parfaitement convaincus du bien fondé de la démarche proposée par le gourou et la secte, vient l'étape la plus importante de ce processus, l'endoctrinement. C'est à cette étape que se consolide véritablement la secte, à la suite de techniques de manipulation spécifiques et redoutablement efficaces. Je pense que l'endoctrinement d'un adepte passe par un processus d'idéalisation. On a tous des idéaux. Nos idéaux qu'on considérons j'aimerais étudier dans telle chose, j'aimerais avoir tel genre de travail. Donc, nos idéaux sont raisonnables. Nos idéaux déraisonnables font habituellement l'objet de nos fantaisies. Avant de s'endormir le soir, on dit si je gagne le million, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Évidemment, on n'a pas pris de billet, mais c'est pas très grave parce qu'on est dans la fantaisie. Dans un processus d'enrôlement, ce qui se passe, c'est que l'individu est sollicité au niveau de l'idéal. Il y a comme un processus d'idéalisation qui est ouvert en lui et que c'est comme si les idéaux déraisonnables, fantaisistes, deviennent l'objet de réalité. Et il se trouve à partager avec le leader et avec les autres membres qu'il apprend à connaître l'idée qu'il y a un projet, là, un projet idéal. Et c'est ce qui va faire qu'il va être capable de désinvestir complètement sa vie d'avant, de désinvestir ses amis, sa famille, son travail, tout ce qui comptait avant. Parce que là, c'est beaucoup plus important. Il a le sentiment qu'il a enfin touché ce qu'il y a de plus important au monde et que tout le reste, c'était des pécadilles. De cette rupture, on s'isole de plus en plus et on peut voir émerger dans certains de ces groupes-là des leaders qu'on va appeler des totalitaires. Alors, d'un nouveau mouvement religieux à un groupe sectaire, on pourrait devenir, dans certains cas, un groupe totalitaire. S'il y a une secte qui répond dangereusement bien aux notions de totalitarisme et de contrôle, c'est celle du tristement célèbre Roch Moïse Thériault. Il dirigera son groupe sous le signe de la pure terreur. Ben, à un moment donné, il a pris une brosse, puis tout. Puis... Oh, je le savais non, là. Là, je le sentais, là, que c'était mon tour, là. Là, il me l'a dit. Puis c'est ça, il m'a dit, tu vas en avoir 100 coups de strap. Tu n'en auras pas 20. Fait que là, le soir, là, je le voyais. Puis là, il commence à m'enligner dans le tas, là. C'est le temps! Lève-toi! Away! Là, je baisse mes culottes. Il dit, non. Enlève ton gilet, puis accote-toi les mains de même sur le poteau. Puis là, il commence à me strapper. Puis là, Tirac, il l'a regardé, puis il a dit... Il voyait bien là, que je suis en souffrance, là, puis que je criais. Il a décidé de les prendre à ma place, mon frère, le reste. Oh! Pauvre Tirac. Pauvre Tirac. Moi aussi, j'étais sous l'emprise de mon père, quelque part. Et que peut-être que je me sentais tellement impuissant que la seule chose que j'ai su faire en situation de crise et probablement psychotique et psychosé et complètement tétanisé, c'est de quitter, de me sauver dans le bois, puis je veux dire, je me voyais pas alerter les urgences, alors que peut-être la première chose que j'aurais dû faire, c'est aller, même si c'était à 10 000 près, cogner à une porte puis appeler les urgences. C'est ce que j'ai jamais fait. C'était des coups à n'importe où, là. En face et debout. Maintenant, il a essayé de se sauver. Là. Il a dit à la commune, allez chercher. Ils sont tous allés. Là, ils tenaient tout. Puis là, l'autre, à tour de bras, il était essoufflé, le bonhomme. Ce qui distingue un groupe totalitaire, c'est la notion de contrôle. Alors, dans ces groupes-là, on va contrôler le temps des individus, le type d'activité auquel ils vont s'adonner, les finances, l'éducation des enfants, mais surtout la frontière avec l'extérieur.
Juste pour vous donner une idée, au niveau des assemblées, chaque assemblée, ça dure 2 heures. Donc, il y a des assemblées le dimanche matin pour les enfants. Il y a des assemblées le dimanche soir pour les adultes. Le mardi soir pour encore adultes et adolescents. Le vendredi soir pour adultes. Entre ça, il y a des pratiques de chant qui se fait pour les enfants le samedi matin. Il y a le jeudi soir encore pour les pratiques du chœur de chant qui se fait pour les adultes. Donc, si vous regardez toutes les journées, c'est du lundi au dimanche. Il y a quasiment à tous les jours quelque chose qui se planifie. Ça, c'est une des façons pour nous tenir loin des gens du monde. Pour que le gourou retienne les membres dans le mouvement, il faut trouver une façon de les occuper à temps plein. L'adepte ne doit pas jouir de trop de temps pour réfléchir, juger ou même discuter de son affiliation au groupe avec des non-membres. J'avais la fibre du jardinier. Donc, j'ai pris en charge la planification de la production de légumes biologiques. J'ai travaillé beaucoup, des journées de 18 heures, 7 jours par semaine. Souvent, dans les secs, on ne sait plus ce qui se passe dans le monde parce qu'on est trop occupé dans ce qu'on fait. C'est toujours le même petit groupe. Tu vas au restaurant, tu es toujours avec des gens de la communauté, de la secte. Parce que c'est sûr que si tu as la chance d'aller à l'extérieur puis tu t'aperçois que les gens de l'extérieur, il y a autant de bons gens à l'extérieur que dans la secte. Le rôle d'Infosex, on travaille au niveau, bien sûr, prévention, mais aussi on travaille plus souvent peut-être avec des gens, des familles, des proches qui ont des problèmes avec quelqu'un dans un groupe. On reçoit plus des demandes des gens qui cherchent l'information avant d'embarquer dans un groupe, pour avoir plus d'informations, pour faire un choix éclairé. Quand on a commencé en 1980, je pense qu'on recevait juste les problèmes. Évidemment, on a vu une évolution, puisque aujourd'hui, avec le web, avec l'Internet, tous ces groupes et ces individus, parce que ça peut être aussi un seul individu ou un tout petit groupe, est, comment dire, beaucoup plus discret, beaucoup plus secret, plus difficile à détecter. À partir du moment où un groupe est fermé, il n'accepte plus aucun contact avec les agents de contrôle sociaux, avec les gens à l'extérieur de leur groupe, il faut commencer à être très, très, très inquiet. Providence se souvient d'avoir vécu cette indifférence forcée de la part de certains membres de sa famille qui ne savaient même pas qui elle était. On est allé à Montréal, puis on a décidé d'aller dans un restaurant où on avait l'habitude d'aller. On est arrivé au restaurant, mais on était assis vraiment à côté de mon frère, qui était encore dans la secte, mais avec, je pense, c'est 10 enfants. Il y en a 11, si je ne m'abuse, mais il y en avait 10 assis. Mais j'étais tellement nerveuse, tellement comme, je deviens émotive, tellement comme mes jambes shakeaient. J'ai pas parlé avec mon frère, là. Tu sais, je l'ai vu, mais j'ai pas parlé. Puis, qu'est-ce qui est triste là-dedans, c'est que je regardais mes nièces et mes neveux qui ne savent même pas qui je suis. Lorsque le groupe et la structure sont bien consolidés, le leader atteint alors son statut de gourou et le groupe devient la secte. Le gourou a encore du travail à faire pour maintenir ses troupes dans les rangs. Aujourd'hui, Providence ne fait plus partie de la secte depuis bientôt 10 ans. Elle a choisi de quitter après avoir posé un geste inacceptable aux yeux du gourou. Si la femme fait de l'adultère à ce moment-là, c'est fini. Il n'y a plus... non. Puis elle ne peut plus non plus donner naissance aux enfants. Non, parce que c'est un enfant adultère, c'est un enfant de 7 ans. Donc, moi, ben c'est arrivé. Puis ça s'est su. Moi, je n'ai pas gardé le secret. Je veux dire, j'ai mentionné. J'avais été convoquée par les serviteurs de la secte. Puis à ce moment-là, eux, ils m'ont dit si le fardeau était trop lourd à supporter, le fait que je pouvais plus avoir d'hommes dans ma vie, puis tout, puis si je voulais rester dans la secte, mais si c'était trop lourd à supporter, j'avais juste à demander à Dieu de venir me chercher. Donc, à comme réclamer ma mort. À ce moment-là, ben moi, j'ai décidé que
je restais pas dans le mouvement. J'ai décidé de quitter. Ce qui est arrivé dans l'ordre du temple solaire, c'est qu'on est allé très haut dans le pôle du spirituel. De sorte que de partir au ciel ou de rester sur Terre, ça se confond. Dans la vie, on peut être métro, boulot, dodo, attaché à sa sécurité. C'est l'aspect matériel de l'être. Sinon, on peut être à la recherche du ciel, à la recherche de la vérité, à la recherche de l'absolu. Plus tu vas nourrir cet aspect de l'être de lumière, de l'être solaire, à un moment donné, tu oublies le corps. Tu ne t'en occupes plus, tu es prêt à monter au ciel. C'est ça qui est arrivé. C'était plus facile pour certains de partir au ciel que de rester. Lorsque le groupe et la structure sont bien consolidés, le leader atteint alors son statut de gourou et le groupe devient la secte. Le gourou a encore du travail à faire pour maintenir ses troupes dans les rangs. Encore une fois, les techniques utilisées sont communes à la plupart des groupes sectaires. C'est souvent à cette étape que se produisent les premières mesures coercitives. Le leader joue un rôle extrêmement important dans le devenir d'un groupe. Un groupe peut évoluer d'une façon positive, si on veut, et en arriver à régresser vers un repli sur soi. Ici, on est chez nous. S'il vous plaît, retournez en arrière de la barrière. Le plus grand danger, évidemment, ce sont les groupes qui se sentent l'objet de complots. Les groupes qui ont le sentiment que la société est à leur trousse, est contre eux et qui fuient, qui vont d'une place à l'autre, sont en fuite. Ce sont les groupes qui présentent le plus grand danger parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'ils font. On peut avoir très peur pour les personnes vulnérables dans ce groupe-là. Tous ces gens-là n'ont personne vers qui se tourner lorsqu'ils sont victimisés. 3 groupes sectaires ont marqué l'imaginaire collectif à cause de la fin tragique qu'ont connue ses membres. En 1993, 84 membres des Branch Davidians et leur gourou David Koresh ont péri par les flammes après un siège de 51 jours par les forces de police du Texas. Puis il y a eu l'Ordre du Temple solaire, dont la plupart des disciples se seraient suicidés en 1994, 95 et 97. Avant tout ça, la plus grande dérive sectaire de tous les temps a entraîné dans la mort les 900 membres du People's Temple, réunis autour du pasteur Jim Jones dans une commune de la Guyane. On pourrait imaginer, jusqu'à maintenant, les sectes avaient comme intérêt l'intérêt du gourou. Mais on s'aperçoit que l'intérêt du gourou, ça peut être son propre intérêt, ça peut être aussi son délire. Et il est arrivé, il y a une quinzaine d'années, un attentat grâce à une secte japonaise, avec un attentat dans le métro, et qui avait conduit quand même 5000 blessés, qui avait quand même produit 5000 blessés. C'est pour ça que je pense qu'une secte, il y a toujours 2 facettes. Il y a la menace pour l'individu, qui est importante et réelle, et la menace pour la société. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Autre stratégie pour maintenir le groupe dans une structure sectaire, l'humiliation. Les sectes utilisent l'interrogatoire public pour provoquer des confessions qui sont bien souvent fausses. Le disciple acceptera d'avouer qu'il a commis une faute pour être ensuite puni par le gourou. Comme le disciple n'a plus de ressources, le rejet du gourou est la pire des menaces. Ce qui était assez amusant, c'est qu'il m'est souvent arrivé de les rencontrer, et ils étaient toujours entourés de quelques adeptes. Et j'ai gardé en mémoire quelques adeptes qui ont voulu intervenir dans nos discussions, qui se sont fait crier dessus. Tellement le gourou voulait garder le contrôle, il savait très bien avec moi quel était l'enjeu de mes questions, mais les adeptes, ça leur échappait un peu. Donc les gourous, ils savent très bien ce qu'ils doivent contrôler. Mais tous les adeptes ne seront pas réceptifs à ces techniques d'endoctrinement. Et c'est ce qui explique le faible taux de rétention des disciples. Moi, je suis partie, j'avais rien. Rien, là. Rien. Pas de meubles, pas rien. J'ai ma fille. Il n'a pas le droit de me laisser, lui-là, là. Il n'a pas le droit de me laisser rien de ce qu'il a acheté, là. Il n'a pas le droit de m'aider, là. Leur but, eux, c'est de te mettre les bâtons dans les roues. C'est tes parents. Une des filles de Richard est encore aujourd'hui membre du groupe. Elle s'est mariée, elle avait 16 ans. À cette époque-là, j'étais encore dans la secte. Ouais.
Puis quand que j'ai quitté la secte, ben, elle a coupé les ponts, carrément avec moi. Moi, j'étais en détresse, j'étais allée cogner chez elle, j'appelais son mari, il me raccrochait. Écoute, j'ai été même voir la propriétaire, je cognais chez ma fille, elle m'ouvrait pas la porte, je savais qu'elle était là. J'étais allée voir le propriétaire en bas, j'ai dit, ma fille, elle habite en haut, là, mais ça fait une couple de temps que j'ai pas eu de nouvelles. Là. Pouvez-vous débarrer à la porte? Et ma fille a poussé dans la porte, là, en tout cas, regarde. Ça a été... Ben, il n'y a rien à faire. J'ai tout essayé, je peux plus pleurer comme j'ai pleuré dans le temps. J'en ai passé des... Écoute, là, regarde, non, là, je les ai pleurés, mes larmes, moi, ma fille. Là. Des fois, elle me le demande. Qu'est-ce que tu ferais, ça t'appellerait? Et si, ouais, moi, je lâche tout, puis c'est... On va la chercher, là, c'est... Elle sait qu'on est là. Quand on est parti, on lui a tellement dit, pourquoi vous vous en allez pas? Pourquoi? On est ces garçons, on s'en va, il est cinglé, esti, allez-vous-en. On peut pas, Moi, je m'en vais. C'est sûr qu'en étant marié avec une philosophie pendant 17 années de temps et que, justement, tu t'es formé quand même des amitiés dans ce réseau-là, puis que tu te sens quasiment faire partie de l'élite humaine quand tu es avec ce groupe-là, c'est sûr que quand tu brises les liens, ça donne un coup. Puis même aussi l'orgueil, justement, de dire à tout le monde, « Ah, écoutez, pendant 15 ans de temps, c'est moi qui détiens la vérité absolue, vous autres, vous êtes tous des primitifs qui ne comprennent pas, tu sais. » Alors que là, oups, là, c'est moi qui ravale la pelle, qui dit, « Oh, mais dans le fond, vous aviez toute raison là, de me dire que j'étais dans l'erreur. » Ça fait que ça blesse l'orgueil. Où nous ne sommes qu'un maillon qui transmet la vie de planète en planète. Nous sommes des On pense souvent qu'un groupe religieux ou un groupe sectaire est un groupe très fermé et que les gens à l'intérieur, lorsqu'ils sont un peu happés ou lorsqu'ils sont un peu attrapés par ce groupe-là, vont finir par dédier toute leur vie au groupe et vont rester là pendant un certain nombre d'années. Donc, les recherches sociologiques ont montré que c'est pas vrai, qu'il y a effectivement un très grand roulement à l'intérieur de ces groupes-là. Faute d'adeptes ou à la suite de circonstances tragiques, il arrive que des groupes disparaissent. Du moins, c'est ce que nous laissent croire les apparences. Je crois que c'est très rare qu'il y ait un démantèlement ou une fermeture d'un groupe. C'est plus une évolution, un changement qui va arriver ou, en effet, une confrontation qui amène à le groupe, en effet, comme change, baisse au niveau de l'importance, change la façon qu'il fonctionne ou effectivement, ça peut juste arrêter à cause de la mort. C'est souvent à la suite de l'escalade de ces dérives sectaires que les groupes se scindent ou se détruisent. Dans certains cas rares, le gourou fuit avec les fonds et devient fugitif, mais le plus souvent, il sera accusé en justice et condamné à la prison, ou choisira de mourir avec ses disciples, les manipulant ainsi jusque dans la mort. Car si les motivations du gourou peuvent être et sont souvent de nature économique, ce qui fait d'un leader charismatique un gourou, c'est sa mégalomanie.